C'est un langage, je crois. Histoire du consentement féminin. C'est très intéressant de savoir l'origine de la manière dont on se comporte avec les femmes, dont certains se comportent avec les femmes. Et notamment en rapport avec les agressions, les infractions sexuelles qu'on considère comme les comportements qu'on considère comme étant des infractions sexuelles de nos jours. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une époque où, euh, où, où les, les hommes pouvaient se servir, on va dire, euh, du corps des femmes sans leur consentement, sans que ça s'appelle un viol, en gros. Voilà. Bon, je garde ma robe de chambre sous le coude parce que de temps en temps je vais avoir froid. De temps en temps j'ai chaud, de temps en temps c'est froid. Bref, alors, je suis tourner les pages difficilement, mais je vais couper. Qu'est-ce qu'il dit? Viol et violences sexuelles dans l'Antiquité. Donc là, on part de l'Antiquité. D'accord? Comme ça, l'Antiquité. Donc, à l'époque, on parle du mariage, bien sûr. Je vais enlever mon ça. C'est moche. Papaya. Puis j'ai deux têtes. Oh là là. Elle m'a fait les cheveux ce matin. Elle m'a lavé les cheveux. Bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que j'aille chez coiffeur me faire une nouvelle coupe. Je sais pas comment les mettre. Ils sont propres, mais ils sont indisciplinés. Voilà, moi je sais pas comment. On va débrouiller comme ça. Ok, alors. Je vous lis le verso. Histoire du consentement féminin de Maëlle Bernard, du silence des siècles à l'âge de la rupture. Si elle n'a pas crié, elle était consentante. Après tout, c'est elle qui est montée dans la chambre. Malgré ses 11 ans, elle n'avait qu'à résister si elle n'avait pas envie. Elle portait une tenue provocante. Salope frigide, vierge chaste ou nymphe des séductrices, la sexualité a été pendant des siècles l'unité de mesure définissant la valeur des femmes. Vierges, elles étaient contraintes de sauvegarder un hymen protecteur et valorisant. Mariées, elles étaient tenues de consentir au désir de leur époux. Le devoir conjugal a jalonné leur existence pendant presque 2 millénaires. Leurs désirs ont été passés sous silence, leur consentement ignoré, leurs voix n'ont jamais trouvé d'écho. Des siècles durant, leurs corps ont appartenu aux hommes. Ce livre se penche sur l'intimité des femmes et des hommes du passé et tente ainsi de redonner une voix à celles qui en ont longtemps été privées dans l'histoire. Maëlle Bernard est historienne de la sexualité. Son travail sur le consentement à l'acte sexuel a reçu la mention spéciale du prix de la Société française d'études du XVIIIe siècle. Alors, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Donc là, on est dans l'Antiquité. Donc, la femme, elle devient femme quand elle est mariée. Donc, c'est le mariage qui forge à lui seul l'existence de l'individu féminin. Donc, les hommes, à cette époque, se marient vers la trentaine. Je ne sais pas à quel âge ils meurent. Hein. À l'époque, ça devait être beaucoup plus court. La vie était beaucoup plus courte que maintenant. La plupart des jeunes filles de l'Antiquité sont données à leurs conjoints aux alentours de leur puberté. Bon, ça devait être vers 12-13 ans, quoi. Donc, en fait, de l'autorité du père à la mort de ce dernier, elle passe sous l'autorité d'un époux. Voilà. Donc, la femme doit à son mari fidélité et fécondité. Donc, à Rome, un mariage conclu avec un citoyen, le but est premier est d'assurer une descendance légitime permettant de produire de futurs citoyens. En fait, à l'époque, l'appropriation du corps féminin
n'appelle aucune réciprocité. C'est ainsi que l'adultère féminin est pas question, alors que l'adultère masculin est toléré à Athènes et à Rome. Bon, en gros, ok. Alors après, en fait, finalement, attendez. En fait, il y a quand même des limites à l'époque à la liberté sexuelle d'un homme. C'est pas par rapport à sa femme, c'est parce que c'est plutôt que le préjudice que pourrait apporter l'adultère. Que l'adultère pourrait causer à l'un des. À l'homme, quoi. Ainsi, si ils disent un citoyen prend comme amante une femme mariée, il offense le mari trompé, qui peut alors le châtier. Alors, vous avez deviné comment il pouvait le châtier à l'époque? Devinez. Voilà. En fait, l'adultère est toléré uniquement avec les esclaves, les prostituées, les étrangers, qui ne disposent pas de la citoyenneté. Alors que la femme, l'enfant ou la jeune fille, le statut libre, c'est interdit. Alors, attendez. Quand même, il estime que le viol d'une esclave, s'il n'est pas perpétré par son maître, est une offense à son propriétaire puisque le bien a été dégradé. Ah ouais, vous voyez un petit peu, c'est pas comme maintenant, hein. Donc en fait, le viol d'une citoyenne est une offense à l'époux. Et celui d'une jeune fille dont le père est citoyen, une offense au père. Le corps féminin n'appartient jamais aux femmes, toujours aux hommes, puisqu'il est garant de leur honneur. Alors là, il parle du viol à Athènes. En grec ancien, c'est le terme hubris, qui renvoie à un champ sémantique. Ok, bon, on va résumer, parce que sinon, je ne vais pas vous finir. Donc le viol à Athènes est davantage considéré comme une violence physique et symbolique portant atteinte à l'honneur d'un individu que comme un rapport non consenti. Voilà. L'adultère est au centre des préoccupations légales et morales des anciens. Ah oui, en fait, le problème, c'est que c'est par rapport aux enfants. Je vous explique. Il y a le rapport sexuel qui met à mal l'ordre de la cité et fait douter de la légitimité des citoyens en devenir. Les relations adultères intègrent à la fois les relations consenties mais aussi les relations forcées, puisque toute distinction entre les deux sont considérées à l'époque comme non pertinentes. Le consentement qui compte est celui de l'époux, seul lésé selon la justice en raison du vol de son épouse légitime. La condamnation de l'adultère est double. L'amant est puni et l'épouse également. Peu importe l'état de son consentement, elle est considérée comme coupable. Voilà, après, ils disent... alors là, c'est une oraison de Démosthène. On pardonne l'homicide de l'amant par le mari, le père, le fils ou le frère lésé, alors que l'épouse infidèle était consentante. Platon justifie cette vengeance si seulement si la femme en question a été violentée. Bon bref, je vous passe les détails. Alors, je vais vous dire comment le mari déshonoré pouvait châtier l'amant. Alors... Si le mari prend l'amant en flagrant délit, il a le droit de le séquestrer et de lui faire subir des peines infamantes. Il faut qu'il se venge de l'honneur bafoué, comme la sodomie avec un réfort ou une épilation à la cendre chaude. Donc ces idées, je vous jure. Alors le réfort, ça ressemble un peu à... J'ai vu ça à une carotte, enfin voilà, bref, un légume quoi.
Donc il se faisait sodomiser par un légume ou il pilait à la cendre chaude. Voilà. L'épouse infidèle, consentante ou non, d'ailleurs même si elle voulait pas, mais ça a été violée en fait, était frappée d'athymie culturelle. Alors, j'ai cherché ce mot que je connaissais pas, ça veut dire en fait elle était exclue de la cité, quoi. Ce qui signifie qu'elle n'a plus le droit de prendre part au rite de la cité. Enfin, son mari doit divorcer pour assurer la légitimité de ses enfants et leur statut civique. Ou en gros, si elle tombe enceinte en plus, ben, c'est pour elle, tant pis, elle n'a pas le droit d'être, comment dire, son enfant ne sera pas reconnu, quoi. C'est fou, hein, alors qu'elle a été violée. Qu'une des seules véritables différences entre le viol et l'adultère, c'est une réservée au coupable masculin. Bon bref, voilà, ok, là c'était la période, donc c'était comme ça se passait comme ça. Après il disait l'époux peut s'abstenir des relations sexuelles avec sa compagne les semaines suivantes et l'enfant conçu lors du crime peut être tué avant la naissance ou abandonné après l'accouchement. Parce qu'on doute de la paternité de l'homme, quoi. Voilà un peu comment ça se passait. Ok. Ensuite, le viol à Rome. Donc je passe, parce que là j'ai pas de... Je vais regarder les endroits, parce que j'ai déjà lu, mais j'avais coché les endroits qui m'intéressaient de raconter. L'empereur, si l'empereur traite les épouses de citoyens, ses invités comme des esclaves, avant le viol, il les examine comme une marchandise et leur fait relever le visage. Ces gestes, considérés comme une atteinte à leur puditia, provoquent chez elles une réaction de pudeur, la capacité à avoir honte. En violant ces femmes, Caligula porte à la fois atteinte à leur puditia, mais également à la sienne, puisque celui-ci qui commet le vol est considéré comme indigne d'être un citoyen romain. Bon, je vous passe tout ça. Après, on va passer aux violences sexuelles au Moyen-Âge. Donc on quitte Athènes et Rome. Là, on a dans la période qui est considérée comme avant d'autres ères. Le Moyen-Âge commence vers 500 et se termine vers 1000. Il n'y a pas beaucoup de documentation, ils disent, ok, donc on zappe. Non. Voilà, l'essentiel de ce qu'ils peuvent dire, c'est que le viol relève de la haute justice médiévale et est longtemps demeuré au rang des cas royaux. Les lois des peuples francs, burgondes et wisigoths soulignent déjà sa gravité puisqu'il cause un dommage extrême à la victime et à sa famille. La perte de l'honneur entache les proches, la lignée et la descendance et compromet, si la victime était mariée, la pureté et la légitimité de ses enfants. En raison de cela, les peines sont considérables. Le paiement d'un... Bon bref. Les mutilations invalidantes, voire la mise à mort. Donc, dans les textes, les violences sexuelles ont toujours été considérées comme des crimes graves, devront être châtiés de manière exemplaire. Pour ça sert, à mon avis, faut pas qu'on recommence. Hein. En pratique, les victimes sont suspectées d'avoir consenti. L'absence de preuves fait douter de la culpabilité des accusés et finalement les peines sont rares. Pour toutes ces raisons, Sardio sont... Ok, donc on zappe. Après, le viol dans la littérature courtoise. Au Moyen-Âge, longtemps intrigué, diabolisé par le siècle des Lumières, qui le présente comme une période sombre et cruelle. Alors, dans la sexualité, les textes poétiques médiévaux sont loquaces. Le chevalier courtois a pour mission de sauvegarder la pureté des vierges et donc de les sauver des griffes de leurs violeurs s'ils sont témoins d'un tel crime. Dans la réalité, le viol au bas Moyen-Âge fait partie des droits communs de la guerre. On punit l'ennemi en déshonorant les vierges ou en les exécutant. Bon, et ça, on trouve ça encore dans les guerres actuelles. Le viol, c'est une arme en fait. Ok.
L'un des devoirs des chevaliers de la table ronde, à l'époque de Trois Mousquetaires, c'est ça, est d'empêcher le viol de demoiselles nobles perpétré par des chevaliers errants. Attitude de bon ordre tenu parfaitement. Alors qu'il chevauche en forêt pour aller délivrer son frère, il entend les cris d'une jeune fille qu'un chevalier grand et merveilleux s'apprête à violer. Il remet alors à plus tard la libération de son frère pour lui alors. Ok. Si les viols de vierges sont dénoncés dans la littérature courtoise, les vols de veuves ou de femmes mariées ne jouent quasiment aucun rôle. La relation sexuelle non consentie avec une femme mariée est souvent considérée par la justice médiévale comme un adultère plutôt que comme un viol. Ok, donc en fait c'est la femme qui est responsable en gros. Et surtout c'est encore l'honneur du mari qui est bafoué. Bon bah je passe tout ça. Alors, le viol en justice. Ainsi que... réprimé en théorie, le viol ne l'est guère dans la pratique quotidienne des derniers siècles du Moyen-Âge. La honte et le déshonneur que crée le viol dans les familles poussent les individus à le dissimuler et le non-consentement féminin dans une société qui érotise les résistances féminines et suspecte les femmes de toujours consentir n'en va pas de soi. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné où on estime que si la femme n'a pas résisté, c'est qu'elle était consentante. Voilà. La relation consentie à l'époque médiévale est intrinsèquement asymétrique. Elle est ce quelque chose que quelqu'un fait à quelqu'un d'autre. Dans un contexte de forte domination masculine au sein d'une relation hétérosexuelle, l'active doit être l'homme et la passive quelqu'un d'autre, la femme. Si bien qu'un acte sexuel consenti ou non, au Moyen-Âge, est d'abord et avant tout une pénétration vaginale autorisée ou banale ou buccale condamnée. Non. Même dans une relation dite consentie, la femme est passive, attendant de l'homme qui débute la relation sexuelle qu'il dirige comme bon lui semble. Dans ce contexte, le fait de ne pas savoir que l'on peut dire non à un rapport pour autre chose que sauvegarder son honneur, en raison d'une passivité exemplaire attendue, empêche les femmes de réellement auditionner leur consentement et leur désir, et donc de statuer sur ceci. Bon, je vous passe. Là, j'ai marqué des choses à lire. J'en ai fini. Hein. Je lis trop de choses en fait. Alors, du latin violare, ce qui signifie traiter avec violence ou faire violence, le terme viol apparaît avec son sens contemporain, prendre une femme par la force, en 1190. Mais cet emploi ne se fige qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec une généralisation de son utilisation à partir du début du... Ah non, c'est le XVIIe, là, du début du XVIIIe. Avant cela, le terme sert à désigner toutes sortes d'actes effectués avec violence, qu'ils soient ou non de nature sexuelle. La formule la plus fréquente dans les sources médiévales pourrait qualifier l'acte sexuel non consenti et le fait de connaître charnellement avec violence et contre la volonté. Il faut cependant garder en tête que le vocable change d'une source à l'autre. Okay. Puisque le viol atteint en priorité l'honneur de l'individu féminin et de sa famille, ne peut être considéré comme pleinement victime que des femmes dont l'honneur n'est pas déjà souillé. Donc, forcément, on parle des jeunes filles vierges, des épouses fidèles, des veuves chastes. C'est pour ça que ils disent. C'est pour cela que les bandes masculines de la fin du Moyen Âge tendent à choisir leurs victimes en fonction de leur réputation. Si celles-ci ont déjà eu des relations préconjugales ou adultères, alors le ou les violeurs n'auront pas de difficulté à plaider que le viol perpétré est en réalité consenti par la victime qui s'est déjà donné à d'autres. En gros, les prostituées et les femmes qui ont commis l'adultère. Ok. Je vous lis ça. Les archives judiciaires du XIVe et du XVe siècle révèlent que le viol représente seulement 3% des crimes poursuivis par les justices laïques du Royaume de France. S'il est si peu présent, c'est parce qu'il est un crime rachlab. À Lyon, au début du XVe siècle, le viol d'une vierge vaut 6 livres, tournois, et son rapt
l'enlèvement par la contrainte, 3 royaux d'or. Les victimes dans les procès pour viol ont généralement entre 8 et 12 ans. Vous imaginez ? Leur jeune âge permet à leurs parents de penser que leur consentement ne sera pas remis en cause. L'hymen étant le premier élément regardé lors de l'examen médical qui doit avoir lieu moins de 24 heures après le crime. Les victimes plus âgées préfèrent généralement garder le silence ou régler l'affaire en privé, car les chances de voir le violeur condamné sont minces. Voilà, donc il réglait la question moyennement silence. Ok. La pratique soupçonnant toujours la victime d'être consentante, il n'en reste pas moins que le viol est à l'époque médiévale considéré comme un crime qu'il faut châtier durement. Les peines oscillent entre réparation pécuniaire, punition corporelle et peine de mort. Le choix se fait notamment selon la gravité de l'acte, mais aussi en fonction des statuts de l'agresseur et de la victime. Le viol d'une vierge n'est par exemple, pas puni de la même façon que celui d'une veuve. Voilà. D'autant plus si cette dernière ne s'abstient pas de toute relation sexuelle après la mort de son époux. C'est également l'aveu masculin qui permet de statuer de la condamnation. Si le violeur avoue son crime lors de la question, terme utilisé pour désigner la torture dans l'espace judiciaire, il doit en théorie être immédiatement condamné à mort, car cet aveu fait de lui son propre accusateur. Voilà. Après, on parle le viol de la guerre, le viol de guerre ou la guerre de 100 ans. Le viol fait partie du droit de la guerre. Violer est un moyen privilégié de châtier l'ennemi. Ok, bon, je passe. L'encadrement de la grâce, là on est au 18e siècle. Qu'est-ce que j'ai coché là? Alors, ouais. Il y en a un paquet à vous lire. Ah ouais, 20 minutes. Là, ils disent au XVIe siècle, les jeunes filles se marient aux alentours de 20 ou de 22 ans. Au XVIIIe siècle, cet âge est plus tardif, autour de 25-26 ans pour les filles et de 28 ans pour les garçons. À la veille de la Révolution, ce n'est pas avant leurs 28 ans que les filles deviennent femmes et les garçons, pour leur part, attendent généralement leurs 30 ans avant de devenir chefs de famille. Ok. Alors, le sacrement du mariage. Ou la transformation de la fille en femme. La nuit de noces est conçue comme un rite de prise de possession. Le mari s'empare de sa promise et inaugure une vie conjugale tendue vers la procréation. L'union maritale pour une femme demeure l'unique porte d'entrée vers une sexualité et une maternité légitime. Devenu sacrement au cours des XIIe et XIIIe siècles, sous l'impulsion de théologiens comme Yves de Chartres ou Hugues de Saint-Victor, le mariage est remis en question par la réforme protestante et les thèses de Luther, publiées en 1517, qui le considère comme un état contractuel fondé sur le consentement mutuel. Là, enfin, on parle du consentement mutuel. En réponse, la contre-réforme catholique, par l'intermédiaire du concile de Trente entre 1545 et 1563, réaffirme le caractère sacramentel de l'union maritale, qu'elle base sur le consentement mutuel des époux, possible dès 12 ans pour les filles et dès 14 ans pour les garçons. L'Église s'octroie dès lors, bah oui, à l'époque, il n'y avait pas la séparation de l'Église de l'État. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. L'Église s'octroie dès lors une compétence exclusive en droit matrimonial qui lui permet d'exercer un contrôle direct sur la vie des familles et limite d'autant l'autorité des pères généralement friands de mariages arrangés. Face à cette mainmise de l'Église sur les unions, le roi encourage et réaffirme le contrôle parental sur les unions. S'ensuivent de nombreux édits limitant le droit des jeunes à se marier sans consentement parental. Ces derniers profitent de l'opposition entre l'Église et pouvoir royal pour se marier selon leur propre consentement. L'édit royal, j'imagine que c'est de 1556, aussi appelé édit Henri II, est institué, parmi d'autres, pour lutter contre ces mariages clandestins et allant souvent contre le souhait des familles.
Le roi se fait le porte-voix de la volonté des chefs de famille. Bon. Toute fuite des amants pour se marier est considérée comme un rapt de séduction. Le rapt est l'enlèvement d'une personne contre son gré ou celui de ses parents. Il est appelé rapt de séduction lorsque un homme réussit à séduire et persuader une fille ou une femme de repartir avec lui sans user de violence. Dans cette situation, la question du consentement ne se pose pas. C'est avant tout celui des parents, et donc du père, qui est pris en compte. Ce crime est susceptible de lourdes condamnations judiciaires et d'une déshéritation de plus en plus sévère tout au long du XIIe siècle. Donc là, il parle des consentements des parents. Ouais, encore, j'ai pas des... Là, il parle que le célibat est inconcevable dans l'imagination dans l'imaginaire collectif parce qu'on considère que la procréation en mariage, c'est pas possible. Qui redoute une baisse de la natalité. Alors, enfant illégitime, mais pas d'enfant illégitime, tout ça c'est lié à donner un consentement ou pas à la femme. Enfin, attribuer n'importe quoi. Ouais, la valeur à la femme, quoi. Après, il parle d'enfant. Ok. Le mari est le pilier du couple, respecté par son épouse et ses enfants, il est celui qui est joint et uni à une femme par le sacrement du mariage, et qui, en conséquence, est chef de famille, chef de sa famille. En sorte que sa femme lui doit être docile, circonspecte et attentive à plaire, en se soumettant de bon gré au pouvoir juste et légitime que les lois divines et humaines lui ont donné sur elle. Ça, c'était... Qui c'est qui a dit ça? Je vais voir. Ce pouvoir marital, voilà, le pouvoir marital, repose sur l'idée que les hommes sont supérieurs aux femmes. En effet, selon les dictionnaires juridiques, un homme est supposé jouir de plus de force, plus de prudence et plus de modération qu'une femme, dont les inclinations sont ordinairement très vives et les passions très impétueuses. C'est justement parce qu'elles ne peuvent guère faire preuve de raison que le droit civil accorde à l'époux un droit de correction sur son épouse. J'avais utilisé ça en droit, je crois. Sous réserve qu'aucun abus d'autorité ne soit reconnu. Nos lois donnent au mari l'autorité sur la femme. Si elle s'oublie, il peut user du droit de correction qui consiste à la faire enfermer dans un couvent et même dans une maison de force si ces écarts sont de nature à mériter cette espèce de punition. Ben non. Bon, après, il parle de mariage d'amour. Une vie amoureuse avant le mariage au XVIIIe siècle. Des histoires de cœur sont relatées dans les journaux intimes. Les amants y couchent sur le papier leurs doutes, leurs chagrins, bref. Puisque le mariage n'est plus seulement une affaire de famille, le jeune homme doit courtiser sa belle. Voilà, après, on parle de tout ça. Et au XVIIIe siècle, le badinage et la séduction, bien que contrôlés, commencent à être tolérés pour permettre aux jeunes gens de se rapprocher. Voilà, les jeunes gens en campagne pouvaient se côtoyer avant leurs noces. Les foires, les pèlerinages, ouais, ok, ouais, pèlerinage. Qu'est-ce qu'ils disent Ah oui, alors là, alors je vous donne un exemple. Commencent alors des entreprises de séduction incarnées par des gestes symboliques compris par tous. La jeune fille laisse, par exemple, tomber sa quenouille et attend de voir qui la ramasse. Il faut savoir que dans ce que j'ai pu lire par rapport au viol, à l'étranger, comment dire, on parle souvent du droit, enfin, on est réputé en France pour être, enfin, les hommes sont des séducteurs, des dragueurs, voilà, et donc dans ce cadre-là, on autorise que les hommes sont un peu, comment dire, on pas violer la femme, mais voilà, c'est ce que j'ai lu dans un article qui parlait de Depardieu, où bon, ouais, il est un peu salace, mais bon, comme c'est un Français, on tolère quoi, un peu mieux. Et là, donc, ça vient de là, en fait, tout ce qui est en rapport avec la séduction, avec... alors,
D'abord innocents, ces jeux peuvent dégénérer en frôlements et caresses. Une main peut passer sous une jupe ou manier un téton, ce qui entraîne parfois des plaintes en justice. Ces comportements sont rendus possibles par la surveillance limitée dont les célibataires font bouger à l'occasion de s'éveiller. Il n'est pas rare qu'ils se réfugient dans des coins obscurs à l'abri des regards. Tout au long de l'Ancien Régime, l'Église a cherché à interdire l'accès de s'éveiller aux hommes et aux garçons pour lutter contre ces rapprochements prénuptiaux. La séduction entre amoureux passe également par la danse, une activité qui permet l'approche physique et qui est s'érotise du XIe au XIIIe siècle. Non, si c'est ça. 5, 6. Non, pardon. 10, 16e et 18e siècle, notamment en raison de l'apparition de la danse de couple qui isole les amoureux. Même si ces derniers restent visibles, elle en est l'occasion pour les jeunes gens de se rapprocher et de se toucher. Pour lutter contre ce que nous appellerions aujourd'hui du harcèlement sexuel, des règlements de police sont mis en place. Ok, bon alors, entre le badinage et la relation sexuelle, il n'y a souvent qu'un pas. Rappelons-le, à la veille de la Révolution française, les filles et les garçons se marient respectivement à 28 et 30 ans en moyenne, ce qui les invite vraisemblablement à connaître les prémices d'une sexualité avant le soir de leurs noces. Pour autant, un double standard perdurant depuis l'Antiquité s'opère. Alors que la jeune fille, éduquée dans un idéal de modestie, de pudeur et d'obéissance, est tenue de sauvegarder sa virginité pour l'offrir à son époux lors de la nuit de noces, le jeune garçon peut jouir de relations sexuelles préconjugales sans que cela n'entache son honneur. Il est même invité à expérimenter cette sexualité pour acquérir un certain ars erotica une fois devenu chef de famille. Voilà comment c'était à l'époque. Alors, est-ce qu'on pourrait arriver à la fin du chapitre? Je vous arrête comme ça. Voilà, ils appellent ça une sexualité d'attente avant le mariage. Donc, le jeune homme peut avoir recours à une sexualité d'attente avant le mariage. La femme, non, évidemment. Certains célibataires tiennent un journal dans lequel ils décrivent leurs aventures sexuelles. Ah ben, on n'a rien inventé alors. Hein. Si les jeunes filles sauvegardent leur honneur et gardent leur image intacte, la logique veut que les jeunes hommes disposent d'amantes en attendant leurs noces. La sexualité des jeunes garçons devient alors sexualité d'attente. Elle se caractérise entre autres par des relations homosexuelles, l'onanisme, c'est la masturbation, la fréquentation de prostituées, de femmes mariées et de théâtre, où les actrices et les danseuses servent de courtisanes d'appoint. La servante est également une partenaire sexuelle de choix pour le jeune homme, toujours présente dans la maison et à portée de main. Elle est utilisée par le maître et ses fils pour assouvir leur plaisir. Ah bah dis donc, quand je vois ça, là, elle va rigoler. Voilà. Les ruses et méthodes masculines pour obtenir l'acte sexuel. Le XVIIIe siècle voit se généraliser le badinage prénuptial entre les jeunes gens qui s'apprivoisent. Le jeune homme va séduire sa dulcinée, peut-être dans l'optique de l'épouser ou simplement pour quelques instants de plaisir. Les relations sexuelles hors mariage, qu'elles surviennent dans le cadre d'un adultère ou avant le mariage, restent sévèrement punies. Mais comme toujours, l'interdit ne signifie pas qu'elles n'ont pas lieu. Au contraire, ok. Voilà, après ils disent que quand une fille a le malheur de sentir sa vertu chanceler, là c'est un texte que j'ai lu, il n'est point contraire aux bonnes mœurs d'exiger de son séducteur qu'il se hâtera de lui donner le titre d'épouse légitime et de réparer par le sacrement les suites affligeantes attachées à sa faiblesse. En gros, si tu l'as, j'allais dire en gros, si tu l'as niqué, ben, il faut assumer, il faut se marier après. Ok. Il arrive que les filles séduites, puis abandonnées, poussent la porte des tribunaux pour dénoncer leurs séducteurs, après avoir succombé à leurs promesses. Les procès pour viol et les déclarations de grossesse illégitime permettent d'entrevoir ces bribes de vie brisées que les victimes viennent raconter en espérant que la condamnation lavera l'affront qui leur a été faite. Donc là, on est 1755. Bon, il donne des exemples, ok.
Ouais, avec les plaintes pour promesse de mariage, bah oui, bref. Ok. Outre la séduction et la promesse de mariage, il existe encore un moyen plus simple pour le jeune homme du XVIIIe siècle d'obtenir une relation sexuelle, ne pas se soucier du consentement de sa partenaire. La servante, généralement présente dans les maisons pour seconder l'épouse du chef de famille, est souvent une jeune femme célibataire précaire, débarquée de la campagne, sans connaissance ni protecteur. L'entourage de la jeune fille n'étant pas là pour l'aider à conserver sa vertu, son nouveau maître peut facilement espérer la séduire ou la contraindre. Le maître n'est d'ailleurs pas le seul homme à pouvoir profiter de la disponibilité de ses domestiques. Ses fils et ses amis peuvent également revendiquer les faveurs de celle-ci en ayant recours au chantage, au coup ou à l'argent. Ses collègues masculins représentent eux aussi un danger pour elle. Les domestiques d'une même famille vivent généralement dans la promiscuité. Ok. Ok. Parce qu'elle a un statut social considéré comme peu reluisant, la servante n'est pas une victime hautement considérée par la justice. Ouais, mais ça me fait penser, en fait, de nos jours, on pourrait dire, ouais, mais comment une prostituée pourrait se plaindre d'avoir été violée, parce qu'elle est prostituée. Et oui, mais elle peut peut-être donner ce consentement pour quand elle travaille, et puis quand elle travaille plus, eh ben, ou alors, quand on disait, comme à l'époque où le viol entre époux n'était pas considéré, hein, n'est pas condamné, eh bien, la femme ne pouvait pas dire ah, mon mari m'a violée. Ben non, parce que tu as le devoir conjugal. Donc ça a bien changé. Parce qu'elle a un statut social considéré comme peu reluisant, donc la servante n'est pas une victime hautement considérée par la justice. Le crime de viol est en effet puni selon le statut social de la victime. Le viol d'une servante est considéré comme moins grave que celui commis sur une femme de condition honnête. Voilà. Pour autant, ce crime est fréquemment jugé devant les tribunaux en raison de l'importance quantitative des relations ancillaires, qui sont les relations entre un maître et sa servante ou entre deux domestiques. Ces dernières sont d'autant plus courantes qu'elles sont favorisées par la promiscuité qui règne dans les logis. L'acquittement est fréquent et la condamnation souvent légère. Voilà, après, on va parler du quatrième chapitre, le tribunal du viol. Ouais, j'ai pratiquement fait la moitié. Les méthodes utilisées par les hommes pour envie de punir les faveurs sexuelles de femmes. Ouais, bon, la suite demain. Voilà, la suite demain. Ouais, j'ai à peu près fait la moitié. Ah ouais, un peu moins. Un peu moins. Je vais vous mettre ça ici, voilà. Si ça vous intéresse, je fais ça demain. Voilà, bon, certains passages, je trouve ça intéressant. Et après, on arrivera enfin à mieux comprendre pourquoi le consentement n'est pas une notion qui a été retenue dans le code pénal. Et on se fie non pas à la victime, il faut chercher le consentement de la victime, mais à l'absence de contraintes, de menaces et de surprises. Surprise, menace, et voilà, j'oublie. Bref, je me fatigue. Allez, à demain.